pense que c'est des films qui sont assez expressifs puis qui sont assez honnêtes émotivement, émotionnellement. C'est vrai que c'est pas des films qui sont réservés ou qui sont prudes, mais en même temps, dans Thomas Laferme, si je pense par exemple à Thomas Laferme, les sentiments sont exprimés autrement et non pas outrageusement. Si je pense à J'ai tué ma mère, c'est différent aussi. C'est vrai que dans le cas de Juste la fin du monde, c'est une sorte d'explosion un peu de mots, de cris, de reproches, de frustrations, et puis qui sont exprimés pas nécessairement de façon discrète. C'est des personnages qui sont mal engueulés, maladroits, criards, mais la façon dont à travers la parole, ils dissimulent leur douleur puis leur souffrance, elle est un peu plus discrète et un peu moins outrancière, je pense. Pour réduire le rapport du théâtre au cinéma, il fallait réduire le rapport de l'écart de distance entre la caméra puis les personnages. Ça s'est imposé après 2-3 jours de tournage. En étant trop éloigné, on avait l'impression d'être un peu dans un téléthéâtre. Puis finalement, dans La Langue de la Garce, il y a une très belle contradiction, une dichotomie même très humble, parce qu'elle remet en question toute sa propre écriture, qui est tellement verbeuse, puis qui est tellement prolixe, et puis qui finalement dit les mots pour finalement éviter contourner l'essentiel, les choses simples qu'on pourrait se dire pour éviter tant de circonlocutions, puis de douleur, de souffrance, de cris. Donc c'est comme si Lagarce lui-même remettait en question l'usage de la parole dans une époque où finalement il n'y a plus que nos regards puis nos corps qui communiquent, alors que nos bouches sont déphasées en fait par rapport à notre parole, et notre verbe sont déphasés par rapport à ce qu'on ressent. On est incapable de s'exprimer. Et je pense qu'en allant plus près des visages avec ce film, c'était une façon de dire aussi aux spectateurs que les mots ont une importance secondaire, puis que ce qui prévaut, c'est plutôt justement ce qui traverse les regards, ce qui habite, ce qui anime les visages quand les gens se tournent le dos, se dérobent justement des regards, des clins d'œil, qui regarde qui, à quel moment. C'est ce qui est sous les mots en fait, puis entre les mots qui compte dans la pièce. Oui, c'était évident, les rôles ont été écrits pour eux en fait. Les rôles ont été écrits pour sauf Vincent qui s'est ajouté à la distribution un peu plus tard. Les rôles étaient écrits pour étaient écrits pour Nathalie Baye, pour Gaspard, pour Léa, pour Marion, que j'ai rencontré à différentes époques de ma vie, mais avec que j'avais envie de réunir par un même vaisseau. Puis le laboratoire Lagarcien est devenu une occasion très très intéressante puis alléchante de non seulement les convier à un rendez-vous, mais aussi les propulser dans une sorte de labo où tous ensemble, plutôt que d'assouvir nos égos puis nos propres besoins d'attention, finalement on donne toute notre attention puis toute notre énergie à un auteur disparu, mais dont l'héritage est tellement intriguant, tellement actuel aussi par rapport à l'incommunicabilité, que on ne pouvait faire autrement que de se prodiguer en fait corps et âme, s'investir entièrement tous à faire vivre sa langue, mais dans un autre média qui est celui du cinéma. Donc c'était une très belle expérience avec les comédiens. Tout de suite, immédiatement, systématiquement, dès que j'ai su que
il allait y avoir juste la fin du monde. J'ai su que ce serait Nathalie Baye qui serait là. C'était pour moi, c'était une évidence. J'avais envie de retrouver Nathalie d'abord depuis Laurence Anyways parce que je l'aime beaucoup, puis je trouve que c'est une grande actrice. Et aussi parce que c'était pour moi extrêmement challengeant, puis excitant de penser l'emmener dans une métamorphose et physique et émotive par rapport à ce qu'elle a pu faire précédemment dans sa carrière. C'est une actrice qui a tellement de possibilités, de plaisir et d'intelligence. Et puis souvent, on met les gens comme ça dans des catégories, puis on leur propose à la chaîne des rôles dans lesquels ils ont réussi à nous émouvoir ou à nous convaincre, puis sans réaliser qu'un acteur aussi veut se renouveler, puis veut s'éloigner de lui-même ou d'elle-même. Et c'était la même chose pour Marion, à qui je demandais pas nécessairement de faire je ne sais quelle prouesse émotive ou acte de bravoure ou de courage, l'acte de bravoure ou de courage, c'était de se consacrer à la langue de quelqu'un, puis dans un personnage extrêmement timoré, tout en pastel, tout en un personnage qui prend assez peu la lumière, qui est dans l'ombre de son mari, à qui on dit de se taire, à qui on dit qu'elle est idiote, à qui on dit que... Donc c'était, je pense, assez loin d'elle aussi, comme cette jeune adolescente provinciale un peu en révolte, sans éducation, sans aspiration non plus, et peut-être aussi éloignée de Léa. C'est ça qui est excitant en fait, je pense, c'est de proposer, pour moi aussi, et puis pour eux, j'espère, d'aller aux antipodes, en fait, d'aller explorer ensemble des horizons jusqu'alors inexplorés. Explorer des horizons inexplorés. Mais bon, en tout cas, découvrir des horizons inexplorés, disons. Ben, avec énormément de bonheur, puis de fébrilité. Aussi, sachant qu'on avait très peu de temps, il s'est tout de suite installé une sorte d'énergie, je ne veux pas dire une énergie désespérée, mais une urgence, mais une urgence euphorique aussi, une urgence inspirée, une urgence... c'était comme une espèce de transe, on allait d'une pièce à... Des fois, j'ai l'impression que c'est jamais arrivé, en fait. Tellement ça a été fugace. Puis en même temps, ça n'a pas été si court. Il y a des tournages de 19 jours ou de 15 jours. Nous, c'était quand même 27-30 jours. 27 jours en juin, et puis après, on les a retrouvés plus tard au mois d'août parce qu'il y a eu des problèmes sur le plateau, puis l'actrice qui a dû partir pour un autre tournage. Puis finalement, on a trouvé une façon de se réunir pour avoir cette fameuse 6e journée ensemble. Et puis voilà, mais qu'est-ce que ça m'a fait de les voir ensemble? Ça m'a... Comme à chaque fois où on commence à tourner, où on voit des personnages à qui on a rêvé, qu'on a imaginé, pour qui on a écrit, pour qui on a réécrit, déconstruit, reconstruit, retourné le scénario à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, c'est extrêmement émouvant, puis satisfaisant évidemment de les voir enfin dans l'objectif. Non, mais je préfère le faire moi-même. J'ai beaucoup de plaisir à le faire, premièrement. Puis deuxièmement, c'est une passion secondaire, voire même principale, que j'ai jamais voulu laisser aller parce que j'étais petit, je dessinais énormément. Puis peut-être que c'est ce que je ferais dans la vie d'ailleurs si j'étais pas comédien ou réalisateur. Donc c'est vraiment par pur... j'ai trop de plaisir à le faire. Puis aussi, le costume est tellement un élément... primaire au niveau de l'écriture du scénario, c'est tellement quelque chose qui vient rapidement. Il y a des morceaux, il y a des tissus, il y a des lainages, des soies, des tissus qui sont achetés longtemps, parfois avant le début de l'écriture. Ça vient longtemps avant, en fait. Puis c'est un désir ça dépend de la chanson, ça dépend il y a des morceaux classiques, il y a Gabriel Yared aussi qui fait une instrumentale tout en valse, tout en presque celtique par moment, avec la harpe, du luth, à chaque moment sa musique ou ses silences ou il y a Ozone, mais il y a aussi Moby qui est dans une autre réalité quand même. Il y a Grimes qui est beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne.
Il y a une chanson de Blink-182 qui est un registre beaucoup plus adolescent, beaucoup plus punk du début des années 2000. En fait, il y a des amalgames, je pense, qui représentent la façon dont la musique s'inscrit dans nos vies, c'est-à-dire de façon aléatoire à travers la radio, dans des cafés, ce sont soit nos goûts, soit les goûts des autres. Puis moi, il faut que je me demande aussi qu'est-ce que les personnages écoutent, qu'est-ce qui leur convient. C'est pas tout le temps ma playlist à moi ou c'est des chansons que je connais forcément, mais il y a un moment, puis il y a une personne, puis il y a une personnalité, puis un timing pour chaque sorte de musique. Mais elles viennent généralement très en amont. Il y a des scènes qui sont écrites autour de certaines chansons, souvent. Des films même. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours tourné et monté. Et puis curieusement, pour le dernier film américain dont je viens de terminer la première moitié du tournage cet été, quelqu'un montait en même temps. Quelqu'un d'autre que moi d'ailleurs. C'était un désir c'est dur le montage parfois, c'est un moment de solitude assez important, assez long. Et je suis content pour le film américain d'avoir un ami avec moi en montage, avec qui on monte. Un réalisateur fabrique de la première à la dernière seconde, du premier cadre au dernier, son film. Et puis toutes les matières, tous les éléments, tous les départements l'intéressent. Il monte pas lui-même, mais il est à côté du monteur, puis il lui dit ils vont ensemble vers une vision, vers une direction. Mais puis on dit souvent que le montage est une réécriture du film, puis c'est vrai que c'en est une réellement, que ce soit pour arranger, que ce soit pour réparer les erreurs commises sur le plateau, ou même colmater les brèches qui existaient déjà au scénario, les manques, combler les manques, les lacunes. Il y a une reconstruction, une réparation, puis ensuite une réécriture quand parfois on décide finalement de commencer avec une scène avec laquelle on pensait terminer, puis on la met au début, on bouleverse les choses, parce qu'on pense pouvoir manipuler comme ça l'intérêt, l'attention, puis l'émotion. Le montage a toujours été une étape, je pense, où on réécrit, où on refait.